Des familles entières, transis de froid, entassées dans un cargo à la dérive sur la mer Adriatique. Décembre 2014. Je découvre ces images de bateaux en détresse au large de l'Italie. À bord, des clandestins par centaines, pour la plupart syriens. Une immigration à grande échelle, car cette fois, les réfugiés ont embarqué sur de véritables cargos, ou plutôt de vieux rafiaux, sur lesquels ils ont frôlé la mort. Un nouveau drame de l'immigration clandestine en Méditerranée, évité de justesse. Après une brève recherche, cette page Facebook m'interpelle. Elle propose aux réfugiés syriens des croisières à destination de l'Italie. Les photos font rêver. Cette belle vitrine est la porte d'entrée d'une filière d'immigration clandestine. Pour réserver ma place, un simple numéro de téléphone portable. Le départ se fait du port turc de Mersin. Je décide de me rendre sur place. J'arrive à Mersin en pleine nuit. Le plus grand port du sud de la Turquie semble assoupi. Dans la rade, des cargos immobiles. Sur le quai, quelques ombres solitaires. Grâce à sa proximité avec la frontière syrienne, Mersin est devenu un des principaux lieux de départ pour l'Europe. Ce trafic clandestin est aux mains de la mafia turque et d'une poignée de passeurs. Un monde opaque qui, cette nuit-là, demeure pour moi fantomatique. De jour, Mersin offre un autre visage. Je découvre une ville moderne d'1 million d'habitants. Les réfugiés syriens affluent en permanence. Leur nombre est estimé à 400 000, soit un tiers de la population. La plupart sont dans le dénuement, contraints parfois pour se nourrir, à cueillir des plantes sauvages dans les terrains vagues. Ce sont seulement les riches qui peuvent partir en Europe. Parce que les pauvres comme nous, on ne peut pas y aller. On ne peut pas payer $6 000 le voyage. On arrive à peine à s'en sortir avec le travail qu'on fait ici. Donc pas de bateau pour vous ? Non, ce sont les riches qui peuvent fuir. Les réfugiés qui peuvent espérer larguer les amarres et mettre le cap sur l'Europe sont des Syriens issus de la classe moyenne. Les premiers candidats au départ que je rencontre déambulent sur la croisette de Mersin, le long du front de mer. Comme 4 millions de Syriens, Lotfi, Iba et leurs 3 enfants ont fui les combats. Ça fait 4 mois qu'on est là et qu'on essaye d'aller en Europe par la mer. Il y a des gens qui se sont noyés, mais d'autres y sont arrivés. Beaucoup de nos proches, de nos connaissances y sont parvenus. Et Dieu merci, ils vivent très bien en Europe. Au moins eux, ils ont pu prendre un nouveau départ. Vous voulez faire une petite promenade d'1 heure en bateau? Non merci. La promenade est gratuite pour les enfants, c'est juste 10 livres turcs pour les adultes. Non merci. Montez dans le bateau, allez, venez. Pour pouvoir embarquer sur un cargo, toute la famille a franchi clandestinement la frontière turque à pied, par un chemin escarpé et miné. Un voyage éprouvant, mais ils sont pleins d'espoir et n'ont pas de doute, Mersin n'est pour eux qu'une escale. Il faut absolument qu'on parte pour l'avenir de nos enfants. Vous savez, avant, on vivait bien en Syrie. Mais avec la guerre, il n'y a plus aucun avenir. Il n'y a même plus d'école pour que les enfants étudient. Moi, la seule chose dont je rêve, c'est de retourner à l'école. Je suis en CM2. On avait construit notre vie, réalisé nos projets, et on vivait confortablement. À peine on avait commencé à vivre que tout s'est arrêté. Là, on est revenu au point de départ. Moi, j'avais un magasin de téléphonie. Il a été bombardé. Là-bas, il ne nous reste plus rien. On va prendre un de ces bateaux? Oui, tu vois, c'est avec un petit bateau comme celui-là
qu'on va être transporté. Ensuite, on ira dans le gros cargo. Tu sais, on sera peut-être 40 ou 50 là-dedans. Tu as peur de prendre le bateau? Non. Moi non plus, parce que je sais nager. Et il y aura des gîtes de sauvetage. Même s'ils vont risquer leur vie et celle de leurs enfants sur un vieux rafio, Iba et Lotfi n'ont pas hésité. Pour payer la traversée, elle a vendu ses bijoux, lui sa voiture, leur dernier bien. D'ici, l'Italie, porte d'entrée de l'Europe, est à 6 jours de mer. Je décide d'être moi aussi du voyage. Je rentre en contact sans difficulté avec un passeur. Il m'a suffi d'appeler le numéro de téléphone trouvé en France sur la page Facebook des croisières. Le passeur me donne rendez-vous dans l'anonymat d'une chambre d'hôtel. Sur l'annonce, bien sûr, nous ne parlons pas d'une traversée clandestine. On dit que c'est une croisière pour l'Italie. Les cargos sont achetés en Égypte. Les capitaines sont égyptiens ou syriens. Les passagers sont rassemblés dans des hôtels. Le jour de l'embarquement, on les transportera en car jusqu'au point de départ. Ils monteront sur des petits bateaux qui vont les conduire jusqu'aux limites des eaux internationales où patiente le cargo. Dès qu'ils sont dans les eaux internationales, nous n'avons plus rien à faire. Notre tâche est terminée. On attend jusqu'à ce qu'ils nous appellent pour nous dire qu'ils sont arrivés en Italie. Ce passeur est syrien. Il appartient à la minorité alaouite, celle de Bachar al-Assad au pouvoir à Damas. Grâce au voyage clandestin, il me dit avoir déjà gagné l'équivalent d'1 million d'euros. Il accepte que j'embarque sur le prochain cargo. Qu'est-ce que je risque? Tu cours aucun risque, mais tu vas souffrir. Mais c'est utile que tu souffres pour que tu puisses raconter la misère des réfugiés syriens. Pour que je voyage clandestinement jusqu'en Italie, il me demande 5 500 euros. Transaction conclue le soir même. Donc, je vous donne de l'argent? Oui. Tant que tu seras en Turquie, tu es sous notre responsabilité. Vous comptez? Un paiement en liquide sans aucune garantie de départ. À partir de maintenant, ton séjour à l'hôtel est totalement à nos frais, jusqu'à ce que tu partes en Italie. Ok, c'est parfait. Le passeur pose une condition. Avant d'être en pleine mer, personne ne doit savoir que je suis journaliste. Désormais, je me fais passer pour un réfugié du nom de Juan Chero, un Kurde qui a fui la Syrie en guerre. Dès le lendemain, je suis les directives du passeur et m'installe dans cet hôtel jusqu'au départ du bateau. L'établissement est constamment surveillé par la mafia turque. Incognito, je ne peux y filmer qu'en caméra cachée. À l'intérieur, des centaines de réfugiés syriens qui attendent d'embarquer. Leur hébergement est pris en charge par les passeurs, mais pas la nourriture. L'hôtel est bondé. Les enfants n'ont que les escaliers comme terrain de jeu. À peine arrivé, on me demande si je suis bien inscrit pour la prochaine traversée. La liste pour le voyage. La liste. Oui, je suis bien sur la liste. Juan Chero. Juan Chero. Ah oui, tu es bien sur la liste. Avec tous ceux qui vont partir. Dans le huis clos d'une chambre, je retrouve Iba, Lotfi et leurs 3 enfants. Depuis 4 mois, ils vivent dans cette unique pièce de 12 mètres carrés, quasiment reclus. Pas une nuit ne passe sans que je pleure. J'ai la nostalgie de ma vie passée. Parfois, je me dis que j'aurais préféré mourir en Syrie que de vivre cette situation. Jamais je n'aurais imaginé tomber si bas. Jamais. Voir mes enfants installés comme ils le sont ici, mal habillés, c'est insupportable pour moi. Alors qu'avant, on vivait vraiment bien. Le jour même de leur arrivée à Mersin, ils ont confié leur avenir et leur espoir entre les mains du même passeur que moi.
Ce passeur, on est allé le voir car on nous a dit qu'on avait de la chance, qu'un de ces bateaux partait dans la journée. En fait, ce n'était pas vrai. Et jusqu'à aujourd'hui, cette soi-disant chance qu'on avait, on ne l'a pas eue. J'ai payé 12 400 $ pour ma femme, mes enfants et moi. On avait l'argent pour partir jusqu'en Italie et ensuite pour poursuivre le voyage vers un autre pays. Mais on a tout dépensé. S'il te plaît, tu rapportes le yaourt? Iba et Lotfi n'avaient jamais imaginé patienter si longtemps à Mersin. En 4 mois, leurs économies ont fondu. Pourtant, ils se contentent d'un ordinaire très simple et peu coûteux. Mais aujourd'hui, c'est jour de fête. Iba a préparé du riz aux carottes, le premier repas complet depuis des mois. Depuis 4 mois, nous louons la marmite, les assiettes et les verres pour pouvoir faire manger les enfants. C'est pas pour nous, c'est pour les enfants. Un enfant a besoin de bien manger. On ne peut quand même pas les priver de nourriture. Et tout ça depuis 4 mois. Youssef, tu fais la vaisselle? Youssef, ça aussi. Iba et Lotfi ont beau se soucier du bien-être de leurs enfants, la casserole de riz devra nourrir la famille pendant 4 jours. Yasmine n'était pas comme ça avant. Elle était plutôt rondelette. Elle a perdu beaucoup de poids. Elle n'a plus que la peau sur les os. Si tu voyais les photos sur le portable, tu ne peux pas croire que c'est la même Yasmine. Regarde, c'est Yasmine 2 jours avant notre départ de Syrie. Depuis que nous sommes ici, elle a rétréci. Même moi, j'ai maigri. Avant de partir, j'étais boudiné dans mon pantalon. Et maintenant, je suis carrément tranquille. Il le perd. Les jours passent sans nouvelles du cargo. À l'hôtel, les heures s'étirent, interminables. Les Syriens sont désœuvrés. Rares sont ceux qui osent s'éloigner de l'hôtel, de peur de rater le départ. Peu à peu, je gagne la confiance d'autres réfugiés qui acceptent d'être filmés. Abou Yazan, sa femme et leur fils sont les doyens de l'hôtel. Cette famille palestinienne a fui les violents combats du camp de Yarmouk, à Damas. Écoute, tous les jours on nous dit qu'on part le lendemain. Une fois c'est aujourd'hui, une fois c'est demain. Donc on se prépare. Nos affaires sont prêtes. Mais est-ce que ce sera aujourd'hui ou demain? On ne sait pas. Dieu le dira. Inch'Allah. Cela fait 6 mois qu'ils patientent. 6 mois que chaque jour, ils bouclent leurs bagages dans l'espoir de partir. Ça, c'est mon sac à moi. Il y a de l'eau, des dattes. Et ça, c'est le gilet de sauvetage que je vais porter. En cas de problème, c'est la seule chose qui pourra me maintenir à la surface de l'eau. Le reste, à la grâce de Dieu. Et pour les vêtements? Pour les vêtements, il y a seulement ce que l'on porte sur nous. Il n'y a pas de vêtements dans les sacs. On superpose nos vêtements en 4 ou 5 couches. Là, je porte 3 ou 4 pantalons sur moi, tu vois. 1, 2, 3, 4. Je suis prêt pour le voyage. Si ton sac est trop gros, ils le jetteront. Ils ne te laisseront pas le garder. Ils le prendront et le balanceront directement à la mer. Même s'il y a ton passeport, ta carte d'identité ou ton portable à l'intérieur, ou de l'argent, ils ne vérifieront même pas. Ils le prendront et le jetteront. Quelles sont vos craintes par rapport à ce voyage? La mort, qu'on meure. On s'aventure avec tout ce qu'on possède. On risque notre argent. On risque notre vie. On parie sur l'avenir, parce qu'on n'a pas d'autre solution. Mais il ne faut pas croire qu'on est si content que ça de partir en Europe. Oui, parce que tu montes sur le bateau, mais sans savoir si tu arriveras à destination. Tout est dans les mains de Dieu. C'est le voyage de la mort vers la mort. À Mersin, quand le soleil se couche, l'espoir des réfugiés grandit.
Les bateaux clandestins ne quittent le port que de nuit, dissimulés par l'obscurité. Chaque matin, l'aube emporte les rêves de départ de la nuit passée. Cela fait maintenant 1 mois que j'attends d'embarquer. Je retrouve le passeur pour lui demander des explications. Comme toujours, il se veut rassurant et s'attelle à distiller l'espoir. Vous allez embarquer sur un cargo qui sera la copie conforme de ce bateau là-bas, le rouge. Le même 90 ou 93 mètres. Ce sera un porte-conteneur qui peut supporter jusqu'à 2000 passagers. Mais là, vous serez seulement 500, 600 ou 700, ou un peu plus. Et ce sera donc sur le même modèle que ce bateau rouge là-bas. Est-ce que le trafic ne risque pas de s'arrêter? Non, il peut y avoir un blocage des traversées comme en ce moment, mais rien ni personne ne parviendra à empêcher le trafic de clandestins. Regarde l'Amérique, avec le Mexique ou Israël, avec Gaza. Ils n'arrivent pas à fermer leurs frontières sur à peine quelques kilomètres. Alors comment veux-tu que l'Europe, qui a des frontières avec le monde entier, y parvienne? À entendre notre passeur, tout serait affaire de patience. Mais après 5 mois d'attente et de carence alimentaire, la santé des enfants de Hiba et Lotfi se détériore. L'état de la petite Yasmine préoccupe vivement ses parents. Il l'emmène consulter un médecin dans ce centre communautaire syrien de Mersin. Chaque jour, 500 réfugiés y sont pris en charge, gratuitement. Parmi eux, de nombreux enfants. Allez, on rentre. Viens ici, monte, allonge-toi. Elle est un peu grippée, mais elle a surtout de l'anémie. Évidemment, on n'a rien à manger ici. Vous ne prescrivez pas un médicament pour la petite? Pour lui prescrire, il me faut des documents. Mais elle a la grippe? Oui, elle a la grippe, mais il faut aussi analyser son niveau de carence en fer et lui prescrire du fer pour combattre l'anémie. D'accord. Ramenez-moi seulement un document comme celui-là pour qu'on vous délivre des médicaments. Ok, pas de problème, merci. Je ne vois pas à quoi ça servit de venir ici, puisqu'on repart sans médicaments. Tu me demandes pourquoi je veux émigrer? On y est bien forcé, non? J'espère qu'on va réussir à partir d'ici 2 ou 3 jours. Depuis le temps qu'on attend. Ça suffit. Il y en a assez. 3 jours plus tard, l'heure du départ sonne enfin. J'apprends que dans le hall de l'hôtel, des membres de la mafia turque recensent les noms des passagers, de ceux qui vont embarquer. Je me rappelle à leurs bons souvenirs. Je suis sur la liste. Mon nom, Juan Chero. Ne m'oubliez pas, hein. Oui, c'est bon, c'est bon. Merci, merci. Dans les étages, les réfugiés se regroupent. Les trafiquants ont demandé qu'on leur remette tous les passeports. Regarde, on t'a rassemblé les passeports. Au titre de doyen de l'hôtel, Abou Yazan, le Palestinien, est devenu l'interlocuteur privilégié des passeurs et le porte-parole des réfugiés. Mais pourquoi on donne les passeports? Vous voulez partir ou pas? Alors s'il vous plaît, arrêtez. Faites ce qu'on vous dit si vous voulez vraiment partir. Donne ton passeport. Ou alors tu restes ici. Hein? Restez ici. Allez, donne ton passeport. Ça suffit maintenant. Je peux demander pourquoi quand même. Une heure plus tard, c'est la fête, l'euphorie. L'espoir a enfin pris forme. Le départ est imminent pour l'ensemble des réfugiés.
420 réfugiés ont payé pour cette traversée. Le transfert des passagers en bus vers le lieu d'embarquement va prendre plusieurs heures. Depuis la fenêtre de ma chambre, je vois le premier bus partir. Mais 20 minutes plus tard, le bus et ses passagers sont de retour. Faux départ, nouvelle désillusion. D'après les passeurs, la météo est trop mauvaise. Le cœur lourd, tous les réfugiés regagnent leur chambre d'hôtel. Parfois, on se demande si le passeur ne nous a pas arnaqués. Mais il faut garder espoir, aussi mince que soit cet espoir. De toute façon, on ne peut pas dénoncer le passeur. Sinon, on perdrait tout notre argent. Et les passeurs ne se demandent pas comment on vit, à quel prix on réunit l'argent. Ils s'en foutent. La seule chose qui les intéresse, c'est d'empocher notre fric. La seule chose qui compte pour eux, c'est notre argent. Et pourtant, tous les passeurs, ce sont des Syriens. Presque tous. Des Syriens. C'est tous des Syriens. Le passeur ne met jamais les pieds à l'hôtel. Mais cette nuit, après ce faux départ, il passe de chambre en chambre pour allumer la flamme de l'espoir chez tous les réfugiés. Depuis tant de semaines, la mauvaise météo ne peut pas tout expliquer. Pour tenter de connaître la véritable raison de ce surplace, je filme en caméra cachée. Vous trouvez normal qu'on attende aussi longtemps ? Non. D'habitude, pour embarquer, on attend 10, 15, 20 jours maximum. Là, le problème, c'est que les médias et l'Occident se sont attaqués à l'immigration clandestine à cause des cargos qui sont arrivés en Italie au mois de décembre. À ce moment-là, tous les regards se sont tournés vers Mersin et il y a eu des pressions sur la police turque. Les hôtels sont pleins à craquer de réfugiés. Le souci, c'est la police turque. Avant, la police demandait une petite somme d'argent pour nous laisser partir, mais la somme a doublé. Avant, c'était 700 000 ou 800 000 dollars, mais maintenant, les policiers turcs, ils nous demandent 2 millions de dollars. Ils vont payer 2 millions de dollars ? Oui. Maintenant, on est arrivé à un accord avec la police. D'ici 1 ou 2 jours, on devrait partir. Il fallait arriver à cet accord, car chaque jour de retard, ça nous coûte 5 000 dollars. 5 000 dollars par jour, juste pour payer les loyers des hôtels. Par contre, si dans 3 jours, je ne suis pas parti, je vais récupérer mon flouze. Si d'ici 3 jours, on ne part pas, tu récupères ton argent. On se fera bisous bisous et on se dira au revoir. « 3 jours sont encore passés sans aucun signe de départ vers l'Italie. Au large, dans les eaux internationales, 5 cargos vides patientent. À Mersin, 20 000 Syriens espèrent y embarquer. La pression migratoire ne cesse d'augmenter et l'Europe ne peut pas l'ignorer. Après 5 semaines ici, je récupère difficilement l'argent de la traversée. Je passe une dernière nuit à l'hôtel avec ceux qui, eux, n'ont pas d'autre choix que d'attendre encore. Promis l'oiseau, on va te libérer quand on arrivera en Italie. Même quand les bateaux ne partent pas, le flot des candidats à l'exil continue de grossir. Mohamed vient juste d'arriver de Syrie. Si Dieu le veut, ce que je voudrais, c'est aller en Allemagne. J'ai une famille, des jeunes enfants, et pour leur avenir, leurs études, on m'a conseillé l'Allemagne. Et moi, je pourrais y trouver du travail, car c'est un pays riche, avec une économie forte. Et toi, Abou Yazan, c'est la Norvège ? Oui, moi c'est la Norvège. J'ai pris la décision d'aller m'installer en Norvège. Mais tu sais, Mohamed, l'attente ici, c'est vraiment très difficile. Chaque jour que tu passes ici, tu perds ta vie. Tu te rends compte, si j'avais réussi à partir en Europe, là, je serais en train de travailler. J'aurais pu progresser, j'aurais pu apprendre une langue. Ma vie aurait enfin pu avancer. Moi, peu importe le pays où j'arriverai,
L'essentiel, c'est que je me barre d'ici. يا ناسي من عندها سلم لي على اللي بحبها واشرح لها حال حالاتي روحي عادي لأجلها